arc-en-ciel. Mesdames et messieurs, retour au direct et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec monsieur Yannick Bresson. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Il faut bien préciser à notre éditoire que monsieur Yannick Bresson est docteur en sciences humaines, directeur de recherche au Centre français de recherche sur le renseignement CF2R, chercheur en neuropsychologie. Il a énormément de publications. Parmi ces publications, il y a la particule fondamentale de l'être, édition MJW 2019, radicalisation, renseignement et individus toxiques, via édition en date de 2018. Monsieur Bresson, merci d'avoir accepté cette invitation. Et surtout, nous tenons à remercier aussi et nos salutations à notre ami qui est le chef du Centre français de recherche et de renseignement, monsieur Eric Denissi. Merci pour votre invitation. Écoutez, c'est un grand plaisir pour nous et surtout d'avoir une personnalité de votre grandeur et surtout un chercheur de renom et notamment sur une thématique d'actualité. Et sincèrement, avec les événements à travers le monde et surtout la dernière sortie de monsieur Al-Baghdadi, on est complètement à l'intérieur de l'événement, notamment cette radicalisation qui prend un autre aspect, une autre formule. Ma première question, si vous le permettez, parce qu'on parle de radicalisation, il faut bien préciser à notre auditoire, on parle de radicalisation avec un grand S. Vu qu'on parle de Al-Baghdadi parce qu'il y a une sortie dans ce sens avec cette défaite de l'État islamique qui a fait beaucoup de mal aux musulmans eux-mêmes et aussi à l'humanité. Ma première question, si vous le permettez, le mot radicalisation, comme on a dit avec un grand S, a-t-il changé de définition ces dernières années? Alors, précisément, je préfère d'ailleurs l'intituler, si vous voulez, de radicalisme plutôt que radicalisation. Alors, radicalisation, ces dernières années, est quand même très connoté à l'encontre ou à l'endroit de l'islam. Et si on veut élargir les choses, si on ne veut pas rester arc-bouté ou en tout cas, si on ne veut pas rester un petit peu court, bien sûr, et un petit peu cibler des gens qui n'ont pas besoin d'être ciblés, si on veut un peu élargir les choses, je préfère parler de radicalisme. Parce que par radicalisme, je peux aussi bien parler de religion quelle qu'elle soit, d'ailleurs de l'islam, du bouddhisme, des juifs, des chrétiens et autres, quels qu'ils soient, mais je peux aussi parler des véganes. Certains radicalismes véganes sont parfois extrêmement durs, et on l'a vu par exemple avec l'assassinat du boucher de Trèbes, par un djihadiste, certes, mais qui a été par certains véganes ou certaines associations véganes, en tout cas, qui a été justifié. Donc là, on est vraiment dans un radicalisme. On pourrait dire une radicalisation des pensées, mais je préfère vraiment parler de radicalisme pour se dégager de toute stigmatisation. Bien entendu. Le radicalisme permet d'élargir le débat et surtout d'apaiser aussi un peu le débat. D'ailleurs, exactement. Et si on apaise le débat, on peut tous s'entendre, discuter tranquillement et surtout en tant qu'être humain éclairé, ou en tout cas qui essaient de l'être, et avancer ensemble pour essayer d'être des humains meilleurs encore, chacun dans sa foi, chacun dans ses croyances, chacun dans ses envies. Mais en tout cas, on peut essayer de se tenir la main ensemble et avancer. En tout cas, c'est dans ce sens-là que je préfère radicalisme que radicalisation. Sans aucun doute, je suis partant par rapport à cette appellation et vous avez bien fait de le bien préciser. Donc, on parle de radicalisme. Et selon vous, est-ce que ce radicalisme a changé de forme ou de définition, j'ose dire? Alors, finalement, de mon point de vue, assez peu. Finalement, on reste toujours sur des esprits, des enjeux, des engagements psychiques d'individus qui vont subitement, que ce soit politique d'ailleurs, politique, religieux ou autre, qui tout d'un coup vont se contracter, si vous voulez. On n'est plus dans une attention à l'autre, à ce que l'autre pourrait avoir à dire, ou que l'autre pourrait avoir à échanger, mais on est dans une espèce de contraction de la pensée, une contraction de ce que l'on reçoit de l'autre, pour ne plus l'entendre,
Et en ce sens-là, la radicalisation d'hier, qu'elle soit, vous voyez, les radicalisations des sans-culottes, des révolutionnaires français de l'époque contre les bourgeois qui leur coupaient la tête et vice-versa, et qui s'énervaient les uns les autres, aux gens de l'État islamique d'aujourd'hui, jusqu'en passant par des politiques de tous bords, dans les extrêmes, tous ces gens-là, finalement, sont dans une radicalisation qui n'a... Alors, c'est toujours pareil, il ne s'agit pas de comparer, je ne compare pas les sans-culottes d'hier avec les extrêmes d'aujourd'hui, mais les radicalisations, le radicalisme, quand même, reste cette espèce de pensée étriquée, de pensée forcée, de pensée bloquée. Et pour le coup, elle reste la même, me semble-t-il. De mon point de vue, je pense que les processus qui fonctionnent, en tout cas des processus qui peuvent être à l'œuvre neuropsychologiquement, me sembleraient, a priori, je suis très très prudent parce que j'ai pas fait d'expérience en ce sens-là, donc je peux pas affirmer les choses, mais intuitivement, je dirais, de mon point de vue personnel, les radicalismes n'ont pas changé au niveau individuel. On peut être radicalisé dans sa tête aujourd'hui, comme on était radicalisé dans sa tête hier, me semble-t-il. La seule chose qui a changé, et finalement peut-être que ça change tout, et peut-être que finalement tout ce que je viens de dire là va être complètement, pas bouleversé, mais va être complètement invalidé par ce que je vais dire maintenant, c'est qu'en effet, les radicalismes n'ont pas forcément changé par les individus, chez des individus. En revanche, les radicalismes ont profondément changé chez des groupes d'individus et dans la réception qu'on peut en avoir, par la diffusion qu'on peut en avoir. Si vous voulez, aujourd'hui, les radicalismes, les radicalisations ont profondément évolué grâce aux réseaux sociaux, par exemple, qui autorisent une plus grande diffusion, plus aisée. La parole est plus libérée, plus libre. Donc, des choses qui étaient un petit peu plus difficiles d'accès hier, aujourd'hui, deviennent extrêmement faciles d'accès et courantes. Et finalement, ces radicalismes d'hier, où il fallait aller chercher, si vous voulez, vous deviez aller chercher de l'information. Quelque part, vous deviez être prêt à dissonner, prêt à accepter déjà une idée qui allait vous radicaliser. Aujourd'hui, cette idée-là peut vous radicaliser, elle peut vous tomber dessus, au détour d'allumer l'ordinateur, au détour d'une information à la télé, au détour d'un livre qui vous tombe dans les mains, ou qu'un ami vous conseille. C'est tellement plus accessible, tellement plus facile que les sociétés, nos sociétés occidentales et orientales, sont plus facilement touchées par ces radicalismes. Alors qu'hier, je le répète, il fallait aller chercher l'information, connaître vraiment déjà des gens qui pouvaient, qui étaient fâchés, qui déjà étaient radicalisés, qui pouvaient déjà se heurter, étaient crispés dans leurs esprits, comme je le disais tout à l'heure, et qui se radicalisaient. On était déjà dans une autre façon d'avoir accès à la connaissance, ou en tout cas à ces radicalismes. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est immédiat. Immédiat tout de suite, et surtout quand vous l'attendez pas. Ça peut vous tomber dessus au détour d'une information de télé, au détour d'une page internet. Et puis, de fil en aiguille, vous vous retrouvez dans des idées qui ne vous intéressaient pas nécessairement, mais comme nous sommes des gens curieux normalement, et que voilà, notre société offre une profusion de savoir, de connaissances très facilement, je peux aller de fil en aiguille, de clic en clic, et tomber sur la page qui a été construite par des gens qui vont me faire basculer mon état d'esprit, ma cognition, vont faire basculer mon esprit pour le fragiliser et le radicaliser. Alors que je n'étais pas parti pour ça. Vous voyez, alors qu'hier, il y a quelques siècles, peut-être déjà, il fallait que déjà je puisse avoir envie d'entrer dans quelque chose, être fâché, rencontrer des gens, etc., etc., etc. Alors qu'aujourd'hui, la chose peut vous tomber dessus de manière beaucoup plus aisée. Donc on est agressé. Je comprends un petit peu votre analyse,
Monsieur Yannick Bresson, c'est que simplement on est agressé par l'information, et cette information qui est libre, qui prend de l'ampleur par rapport à sa liberté, sauf que cette information, elle est pour tout le monde. Et puisqu'elle est pour tout le monde, on se trouve dans une situation qui est un peu compliquée quand même, qui m'a interpellé, et sincèrement qui m'a interpellé depuis notre échange de ce matin, c'est qu'on se trouve dans un positionnement de choisir le mal et le bien, le bon et le mauvais. Vous voyez, et quand on rentre dans cette logique, est-ce que ceux qui se disent comme quoi on est dans le bon côté, est-ce qu'ils ont opté pour les moyens de défendre ces valeurs d'humanisme, ces valeurs de vivre ensemble? Est-ce qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire pour se protéger et protéger aussi qui sont derrière eux, ou pas? Parce que le souci qui se pose maintenant, la partie adverse, qu'est-ce qu'il dit? La partie adverse, il dit tout simplement, c'est vous les mauvais. C'est vous le côté noir de la situation. Et nous sommes prêts à démontrer ça à travers nos moyens de communication. Et ils utilisent cette communication. Le souci qui se pose, si vous le permettez, c'est que est-ce que nous sommes, nous, autant que M. Lamda Tchoukour, prêts à faire la part des choses? À mon sens, non. On voit ça à travers les attentats, à travers les actes terroristes qui ont secoué beaucoup de pays. Oui. Et puis, oui, alors vous avez tout à fait raison. Et ce qui est aussi extrêmement difficile, c'est que les gens auxquels nous avons affaire, en face desquels nous nous confrontons, sont des gens qui ont une connaissance parfaite de nos sociétés, de ce que nous sommes. Et donc, à partir de là, ils agissent en connaissant nos points faibles. À partir de là, la chose est beaucoup plus aisée. Et nous, souvent aussi, nous avons aussi péché par trop de confiance, par excès de confiance, pendant trop longtemps. Alors maintenant, c'est plus tout à fait le cas. Maintenant, je pense que la société et les gens qui nous dirigent ont pris la mesure de la gravité et de la puissance des gens auxquels on avait affaire. Et c'est pas parce qu'ils ont perdu sur le terrain partie de leur terre, ce qu'ils appelaient leur califat, c'est pas parce qu'ils ont perdu ça qu'ils ont perdu la guerre. Loin de là, très très loin de là. Bien au contraire, ce serait être très présomptueux et très orgueilleux que de penser ça. Ce sont des gens extrêmement, pas extrêmement puissants, c'est des gens qui ont une vraie puissance, une vraie force. Certains ont une vraie intelligence. Il ne faut pas imaginer non plus que ce sont des imbéciles dans leur grotte, perdus quelque part et qui comprennent rien. Ce sont des gens qui sont pour certains très éduqués, très construits et qui ont un objectif politique, un objectif civilisationnel pour l'Orient et pour l'Occident. Et donc, ces gens-là ont compris que nos sociétés, aujourd'hui, nos sociétés contemporaines, je répète, d'Orient et d'Occident, ne sont plus prêtes à subir ces assauts communicationnels, de communication qu'on reçoit, de mise en scène de la communication, même de mise en scène de l'horreur d'ailleurs, bien sûr, on l'a vu, quelques années d'ailleurs, chez Daesh. Ce sont des gens qui ont parfaitement compris la manière dont se construisaient nos narrations, nous, de nos sociétés, comment on vit ensemble, comment on essaie de vivre ensemble avec nos différences, nos accords, nos désaccords. On peut ne pas être d'accord, c'est pas grave. On peut se disputer, c'est pas très grave. Mais c'est pas pour ça qu'on ira se tuer. On peut, écoutez, si on s'entend pas, écoutez, faites votre vie, je fais la mienne, c'est pas très grave. C'est normal. Maintenant, pour ces gens-là, c'est pas possible. Pour ces gens-là, si tu n'es pas d'accord avec moi, alors tu es mort. Ou en tout cas, tu es un ennemi. Donc, à partir de là, l'idée qu'ils ont employée depuis de nombreuses années, et qui a fonctionné, et qui fonctionne encore, malheureusement, c'est de faire dissonner nos sociétés. De créer chez nos sociétés, chez nos concitoyens, une dissonance cognitive. La dissonance cognitive, par exemple, c'est Festinger et Cohen qui avaient découvert ça il y a quelques dizaines d'années en psychologie sociale. Et l'objectif est de rompre une narration, de casser une narration qui est attendue pour proposer quelque chose d'autre, qui est inattendu et qui va faire dissonner l'interlocuteur ou la personne à qui on parle. Par exemple, concrètement, je suis en train de parler devant vous, je tiens un stylo à la main, bon, très bien, je parle en bougeant le stylo, et tout d'un coup, je lâche le stylo, et le stylo ne tombe pas. Là, il va y avoir quelques secondes chez vous, chez mon interlocuteur, quelques secondes où vous allez être complètement dissonant. Vous, normalement, vous attendez à, si je lâche le stylo,
la narration logique, la suite logique, c'est que le stylo tombe, c'est normal. C'est ça. Sauf que s'il tombe pas, il y a quelques secondes, là où vous allez être, oh, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est un magicien, c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça peut être un coup, ça peut être quelque chose de fabriqué, une histoire que j'ai conçue, un tour de magie, un tour de passe-passe. N'empêche que pendant quelques secondes, vous allez être fragilisé d'un point de vue cognitif. Votre esprit va être un appel d'air, il va avoir besoin de se restabiliser. Votre esprit va dire, mais attendez, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Et vous allez chercher à vous restabiliser. Et si moi je suis malin, ou si j'ai des intentions derrière, je vais vous proposer une autre narration qui va vous consolider. Je vais vous proposer par exemple en te disant, ou en vous disant, vous inquiétez pas mon ami, le stylo est comme ça, mais moi je vais vous dire pourquoi, la société est comme ça, la vie est comme ça. Et vous voyez, je vais faire rentrer comme ça des idées petit à petit. J'ai quelques secondes pour vous manipuler. Vraiment, la dissonance cognitive peut servir à ça. À construire une adhésion. Je vais vous mettre en place une narration qui va vous faire adhérer à quelque chose. Par exemple, voilà, écoutez, je suis un magicien. Le stylo n'est pas tombé parce que je suis un magicien. Et d'ailleurs, mon pouvoir peut vous guérir. Donc, vous voyez, on va passer de la dissonance, le stylo qui tombe pas, vous allez waouh, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, grâce à notre narration, je vais vous faire adhérer au fait que je suis un magicien. Ensuite, je vais vous refaire dissonner. Je suis un magicien, ne t'inquiète pas, je vais pouvoir te faire ça, je vais pouvoir aider. Si en plus tu as un problème de santé, je vais pouvoir aider ta santé, etc., etc. Donc je vais refaire dissonner. Et ensuite, je vais faire adhérer mon interlocuteur, la personne à qui je parle, d'un point de vue, je vais faire adhérer, mais plus que l'adhésion, je fais ce qu'on appelle l'adhésion émergentiste. On appelle en psychologie adhésion émergentiste, qui est une adhésion qui va faire émerger une nouvelle réalité. C'est-à-dire que tout d'un coup, pour vous, face à vous, votre réalité, ce sera plus d'avoir face à vous Yannick Bressan, mais d'avoir un magicien qui a la possibilité de faire voler un stylo dans les airs, et plus que ça, de vous soigner si vous avez des problèmes. Donc vous voyez, là tout d'un coup, c'est une nouvelle réalité qui arrive, et en fait, là, je vais me décortiquer très 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 rapidement, parce qu'on n'a pas trop le temps d'entrer dans les détails. Bien entendu. Mais très 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 rapidement, je vais de décortiquer des éléments principaux du processus de manipulation mentale. Exactement. Maintenant, si on applique ça très rapidement pour répondre à votre question, si on applique ça très rapidement aux narrations djihadistes et aux narrations d'influence, c'est la même chose. Pensez aux vidéos de Daesh. Les horreurs qui ont fait dissonner nos sociétés, complètement dissonnées. On était saisis d'effroi. On pouvait être sidérés, comme on disait souvent d'ailleurs à l'époque. On parle de sidération dans les médias. Mais on peut aussi parler, certains malheureusement, de fascination. Qui auraient pu être fascinés par cela. Donc vous voyez, ces gens-là dissonnaient. On était dans la dissonance cognitive. Puis, ensuite à ça, Daesh a passé son message. Il a fait entrer une forme d'adhésion dans l'esprit des gens qui étaient en dissonance. Voilà, vous dissonnez, mais ne t'inquiète pas, mon frère, on va te redonner les moyens de te défendre, ou de racheter ton honneur, ou j'en sais pas, ou toute la logorée, toutes les histoires qu'ont racontées les djihadistes, voilà. Et ensuite, ils ont fait entrer, après l'adhésion, ils ont déclenché l'adhésion émergentiste, ou un autre monde, ils ont proposé une autre réalité, qui elle, entrait en confrontation directe avec nos sociétés. Pardon, monsieur Bresson. J'ai bien saisi le concept. Le concept, c'est simplement la manipulation dans un moment un moment de vide. Voilà. Donc voilà. C'est en gros, si j'ai bien saisi un petit peu votre analyse. Et cette manipulation dans un moment de vide ou bien dans un moment de désarroi ou de dissonance, voilà, et notamment chômage, problème de racisme ou autre. Donc on voit ça aussi maintenant, c'est pratique en termes de manipulation. Ça se pratique maintenant avec des partis politiques. Avec des idées noires sous forme de populisme aggravé et on l'a constaté à travers les attentats de Nouvelle-Zélande et on le voit ici maintenant avec bientôt les élections européennes, on voit les slogans qui partent par-ci par-là, on répond à un vide, on répond à un manque. Exactement. Et d'ailleurs, regardez. Qu'est-ce qu'il faut faire devant des situations pareilles? Parce que là, on est plus dans un cadre djihadiste, attentat ou autre. Là, maintenant, on est rentré dans un cadre civil qui est encore plus grave. Vous voyez ce que je veux dire? Et encore plus grave d'être nocif à l'intérieur même des sociétés. Oui, c'est totalement toxique.
c'est profondément toxique pour nos sociétés. Et d'ailleurs, regardez, je prends un autre petit exemple, si vous permettez, juste sur cette histoire juste pour quitter l'histoire des djihadistes, mais pour montrer, comme vous dites, c'est tout à fait vrai que c'est un fait social par ailleurs. Regardez l'histoire des Gilets jaunes en France. Ça a été, à une époque, à un moment donné, le président Macron a proposé une narration. Il a proposé des histoires en disant, voilà, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, il va se passer ça. Bon, mais comme tous les présidents qui se présentent, les gens y ont cru. Ensuite, ils ont dissonné parce que c'est pas ce qui s'est passé. Les gens ont dit, mais non, c'est pas ce qui se passe, c'est pas du tout ça qui se passe. Donc, on est entré dans une dissonance totale. Et est arrivé un appel d'air, il n'y avait plus rien, quoi, entre ce que disait M. Macron, la réalité que vivaient les gens qui était complètement différente, les gens ont dissonné, pour adhérer à une autre réalité, l'adhésion émergentiste, l'adhésion qui a fait émerger notre réalité, celle des Gilets jaunes. Donc on est vraiment, là encore, dans le même processus. Maintenant, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on peut faire de tout, qu'est-ce qu'on peut faire de ça et comment peut-on gérer ça, que ce soit d'un point de vue le problème des djihadistes ou le problème social de nos sociétés, comment peut-on faire de ça? Alors là, la chose est extrêmement compliquée et à la fois c'est assez simple. Alors je donnerai pas. Vous prive pour le mieux au moins. non, je donnerai pas la réponse comme ça parce que c'est à la fois très compliqué, c'est de ressort de la neuropsychologie. C'est ça. Et ça nécessite des expériences et c'est surtout du cas par cas. Vous voyez, on a cité les djihadistes, on a cité les Gilets jaunes, on a cité les faits sociaux, mais on pourrait en citer 1000 comme ça. Des radicalismes, justement, comme on disait au début de l'entretien, des exemples de radicalisme, il y en a 1000 comme ça. Donc à chaque cas, il doit y avoir une réponse. Si vous voulez, on n'est pas dans Matrix. Il n'y a pas la pilule bleue ou la pilule rouge. Bien sûr. Voilà. Prends la pilule bleue et tu ne seras plus radicalisé. Prends la pilule rouge et tu seras radicalisé. C'est pas comme ça que ça fonctionne, me semble-t-il. Les choses sont toujours beaucoup plus compliquées. Et si je disais, oui, la solution c'est ça, je serais ou un menteur, ou un escroc, ou un incompétent. Et je pense être ni un menteur, ni un escroc, et je ne pense pas être incompétent. L'idée est d'enrichir un peu les débats. Voilà, donc oui, c'est ça, je comprends bien. L'idée est là, ni plus ni moins. J'attends pas, personnellement, même je crois notre auditoire qui est un petit peu averti par rapport à ces questions, il n'attend pas une solution miracle. Là. Mais par contre, enrichir le débat, ça permettra aux uns aux autres peut-être à creuser davantage et trouver des pistes. Parce que l'objectif, c'est la paix sociale, quoi qu'il arrive. Oui, tout à fait. L'objectif, c'est la paix sociale. Si j'avais une solution, j'aurais aimé vous la donner. Malheureusement, non. Mais en revanche, pour enrichir le débat, oui, je pense que déjà, cette histoire ce travail, cette réflexion sur la manière dont s'élabore, dont se construit l'adhésion émergentiste, déjà, il y a là une piste importante de comprendre comment des réalités vont pouvoir émerger, des réalités radicalisantes, qu'elles soient d'extrême droite ou gauche, ou que ce soit des extrêmes, quelles qu'elles soient, ou toutes d'ailleurs, peu importe, les radicalismes. Il y a le process, les éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure, adhésion émergentiste, dissonance cognitive, déjà là il y a des clés. Pensez au quotidien à toutes les communications d'influence que nous subissons. Pensez à ça et déjà donner aux citoyens, quel qu'il soit, une certaine lecture, de lui dire, regarde, prends le temps d'observer comment la publicité va pouvoir faire dissonner, comment parfois même, vous savez, même dans nos familles, on peut parfois dissonner, et nos amis peuvent parfois nous manipuler aussi. Alors c'est pas aussi grave, c'est pas aussi volontaire, mais parfois, c'est comme ça aussi qu'on peut faire changer d'avis des gens. Nous-mêmes, nous pouvons le faire de temps en temps. Il n'y a rien de grave. C'est pas quelque chose de très très grave quand c'est fait de manière bienveillante ou amicalement. Ou parfois avec nos enfants, c'est ce qu'on fait. Et puis nos enfants nous manipulent aussi. C'est aussi la règle du jeu. Ils nous font dissonner. Ça c'est. Bien sûr, tout dépend de l'objectif de la manipulation, voilà, qu'on soit clair. Hein. L'objectif maintenant, l'objectif il est clair et net. Hein. Donc il y a l'objectif domination. Par rapport à une doctrine, parlant des djihadistes ou autres, ou bien c'est le cas de la personne qui a fait l'attentat en Nouvelle-Zélande, donc la suprématie, hein, ou bien maintenant avec cette technique nouvelle hein, sur le plan politique, c'est une première, quoi qu'il arrive, hein, on vit une révolution sur le plan politique, cette manipulation de masse,
par l'intermédiaire des techniques utilisées par l'État islamique. C'est-à-dire créer une situation, on utilise la peur et voilà, chômage, immigration, le pain et ainsi de suite. Hein. Vous voyez de quoi je parle. Il y a un certain pareil, temps. oui, je vois très bien. Voilà. Je comprends. Voilà. Et c'est ça qui est dangereux dans cette affaire, c'est que tout simplement on était dans un cadre bien précis qui s'appelle l'État islamique et la doctrine qui est maintenant presque abolie, mais on rentre sur cette doctrine qui s'applique à l'intérieur de nos sociétés, ce qui est vraiment dangereux et alarmant. Oui. Et là encore, la technique est simple, si je puis dire, elle est simple. C'est faire dissonner les sociétés, pour que ce soit pour des groupes extrémistes, dire voilà, tu n'es pas bien, ils ne t'aiment pas, tu ne travailles pas, c'est la faute de l'étranger, c'est la faute de celui-ci, c'est la faute de l'autre, parce qu'on fait dissonner. On va toujours mettre l'individu qui écoute le message ou qui le reçoit dans un état de dissonance, de fragilité. À partir de là, une fois que vous avez mis l'individu en état de fragilité, de dissonance, le manipulateur n'a plus qu'à le prendre en main et lui permettre de se restructurer, si vous voulez. Donc et pour se restructurer, c'est simple. C'est simple, il suffit de donner des solutions simples. C'est la faute de l'étranger, c'est la faute de celui qui n'est pas comme ça, c'est la faute de celui qui n'est pas comme toi, c'est la faute de lui, c'est la faute parce qu'ils ne t'aiment pas, ils sont racistes, tu n'auras pas de travail, etc., etc. Des solutions simples. Jamais on ira dire, ah mais peut-être que tu pourrais faire ça, peut-être si tu te bougeais un peu les fesses, tu trouverais ça, peut-être que si lui, il faisait ça, il n'y aurait pas... C'est toujours la faute de l'autre, et c'est beaucoup plus facile de trouver comme ça, de simplifier les choses pour faire émerger une réalité simplique, et qui va servir évidemment tous les groupes radicaux, quels qu'ils soient, tous les groupes politiques radicaux, tous les groupes autres radicaux, c'est évidemment trouver des groupes sectaires. C'est l'ennemi, c'est pour l'autre. L'autre, c'est celui qui n'est pas comme nous, qui n'est pas comme toi. De toute façon, si tu es dans cette situation, c'est sa faute. Et donc là, on fait dissonner l'individu, on fait dissonner facilement l'individu. Et des raisons de dissonner, on peut en avoir tous les jours. Bien entendu. Tous les jours, on peut pas être content de son patron, pas être content de son travail, pas être content de ses enfants, pas être content de sa conjointe, de sa femme. Tous les jours, on pourrait dissonner. Simplement, nous, comme on est des gens assez construits, on arrive à relativiser, on se remet en question. Fort heureusement. Voilà. Heureusement. Si c'est possible, pour un dernier mot, parlons un petit peu par rapport à ce livre que je conseille à beaucoup de monde de l'acheter, Radicalisation, renseignement et individus toxiques. En quelques mots, par rapport que notre éditoire puisse avoir une idée en général sur ce livre qui est en édition VA, donc en date de 2018. De quoi il s'agit réellement quand on parle d'individus toxiques? Alors, les individus toxiques, ce sont des individus auxquels nous sommes dans nos vies. Alors, les individus toxiques, dans ce livre-là, il est plus particulièrement question de groupes djihadistes qui veulent détruire nos sociétés, d'Orient et d'Occident, qui veulent nuire à notre capacité de vivre, sinon vivre ensemble, en tout cas pouvoir se parler, échanger, discuter, sans se taper dessus. Ça, ces gens-là, ça ne leur va pas. Il faut que les sociétés éclatent pour qu'ils puissent mettre en place leur réalité à eux, qu'ils fassent émerger leur réalité. Donc ça, ce sont ce que j'ai appelé des individus toxiques, dans le sens où ils sont toxiques et nuisibles, comme un poison qui s'instille, comme une espèce de pensée comme ça radicalisante, extrémiste. Et là, j'insiste, parce que là aussi, on ne parle pas que de radicalisme islamiste. Ah oui, là, bien entendu. Parce qu'on a évoqué. C'est ça, de pensée comme ça nauséabonde qui arrive comme ça dans la tête des esprits des sociétés et qui va faire en sorte que, et là, c'est là qu'ils sont toxiques, c'est que le corps général qui est la société, le corps de la société va exploser ou tomber malade. Et d'ailleurs, peut-être nous le sommes nous un peu, d'ailleurs, nos sociétés, malades de ce poison qu'ont mis ces gens-là dans les têtes. C'est vrai que ce livre analyse ça, analyse comment par les images, par la narration, d'influence, par le phénomène neuropsychologique, d'adhésion émergentiste. Ces groupes-là, djihadistes, là encore, en l'occurrence c'est cet exemple-là, ont pu mettre en place tout un dispositif très très bien pensé, très très bien construit, de changement de société. Et ça, c'est une chose que j'ai analysée de façon beaucoup plus large dans le domaine de la santé,
dans le domaine aussi de l'art, de la santé, et dans différents domaines. Dans mon dernier livre, là, la particule fondamentale de l'être, c'est comment ce phénomène d'adhésion émergentiste peut être extrêmement utile. Parce que là, on parle de choses que négatives, finalement. Vous voyez, on parle de choses, oui, alors attention, c'est vrai que ce sont des gens radicalisants, ce sont des radicalismes qui veulent détruire nos sociétés. Je parle d'individus toxiques. Maintenant, ce phénomène-là, l'adhésion émergentiste, ça peut être un phénomène très, très positif. Comment peut-on utiliser ce phénomène de création de réalité, d'amélioration de compréhension, d'émergence de réalité pour transmettre un savoir? Est-ce qu'on peut imaginer une mise en scène, non pas de la mort, comme ce qu'a fait Daesh ou l'État islamique, mais une mise en scène pour la transmission des savoirs, ou une mise en scène qui va permettre d'améliorer les soins dans le cadre de thérapie, par exemple. Donc tout ça, c'est des choses que j'ai analysées dans mon dernier livre, donc sur la particule fondamentale de l'être, qui parle de ça, de ce phénomène-là, comment ce phénomène-là a été découvert à l'hôpital civil de Strasbourg, CNRS, quelle expérience on a faite pour me montrer cette expérience. Et une fois qu'on a découvert cet élément-là, neuropsychologie, je me suis amusé, oui, j'ai montré comment on peut le décliner dans le domaine du renseignement, dans le domaine de la transmission des savoirs, dans le domaine de l'art. Comment se fait-il que, par exemple, lorsque vous allez au théâtre, vous pouvez pleurer ou rire face à quelque chose qui est faux? On sait que c'est faux, on sait que c'est un comédien qui joue, qui est payé pour jouer, et pourtant, ou même devant un film, pourtant, de temps en temps, on peut être touché comme si c'était vrai. Là encore, oui, une narration, une histoire va vous toucher. Elle a de l'influence sur vous. Alors, c'est une influence positive, c'est une influence artistique, mais n'empêche que cette influence artistique, si on en fait autre chose, si on construit le message autrement, ça peut avoir une influence politique, une influence radicalisante. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on peut changer de quelque chose qui était à la base plutôt sympathique, quelque chose d'esthétique, de l'art, du théâtre, très bien. La santé, oui, très bien. Comment est-ce qu'on peut améliorer la transmission des savoirs? L'école, très bien, grâce à une mise en scène particulière. Jusque-là, tout va bien, grâce à des gens émergentistes. Et on peut aller jusqu'aux extrêmes. Comment ce phénomène neuropsychologique-là peut aussi servir aussi des objectifs beaucoup plus noirs. Bien sûr. Et comme toutes les choses, évidemment, tout dépend, ce que vous disiez, tout dépend ce qu'on en fait, tout dépend qui l'utilise. Si ce sont des enseignants qui veulent améliorer l'apprentissage des élèves, ils peuvent se servir de ce phénomène neuropsychologique pour améliorer la façon de donner leurs cours, de construire leurs cours, etc., etc. Si ce sont des gens beaucoup plus obscurs, ça donne ce que des toxiques dont on a parlé depuis le début de l'émission. Parfait. Ça peut être très large. Parfait, Monsieur Yannick Bresson. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Je précise à notre auditoire que Yannick Bresson est docteur en sciences humaines, directeur de recherche au Centre français de recherche sur le renseignement, CF2R, chercheur en neuropsychologie et aussi écrivain, notamment La particule fondamentale de l'être, édition MGW 2019 et Radicalisation, renseignement et individus toxiques via édition 2018. Merci infiniment et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci aussi. Merci, au revoir. Arc-en-ciel.